Bienvenue, fidèles téléspectateurs, sur la radio-télévision nationale congolaise. Merci d'être nombreux à suivre cette édition unique sur la chaîne nationale. La raison étant évidente, Madame, Messieurs, le titre de votre journal. Mondial 2026, coup d'envoi officiel de la grande messe du football planétaire. La planète entière vibre dès aujourd'hui au rythme de la grande compétition sportive, préparatifs et ambiance. Ici à Kinshasa et dans plusieurs communes de la capitale, c'est donc ce journal. Lancement officiel du TENASOSP, une édition 2026 qui mobilise à travers toute l'étendue du pays un effectif impressionnant de plus de 1 million d'élèves de la 8e année et qui vont devoir compétir pour pouvoir se qualifier afin de passer à l'étape supérieure. Vous suivez dans ce journal le détail. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le titre. Encore une fois, bienvenue à votre édition, l'unique sur la radio-télévision nationale congolaise. Coup d'envoi de la compétition mondiale sportive de football. Vous suivrez dans ce journal. Veuillez suivre en détail l'ambiance dans quelques communes de la capitale, ici en République démocratique du Congo. Regardez ça. Ambiance électrique dans les communes de Lingwala et Kinshasa. Les amoureux du football se sont amassés dans des bistrots pour suivre la cérémonie d'ouverture et les premiers matchs de la Coupe du Monde 2026. Disons que c'est une première pour moi depuis que je suis né, de pouvoir vivre cette belle expérience avec la RDC qui participe après 52 ans d'absence à la Coupe du Monde. C'est une effervescence qui m'a envahi, donc j'ai hâte de pouvoir vivre ce beau spectacle. J'ai fait un pas en arrière. 2010, l'Afrique du Sud nous a fait vivre un beau spectacle. Le tout premier match, en ouvrant au score et tout, j'aimerais que ça soit le cas. Je préfère que l'Afrique puisse prendre la meilleure part. Donc la part du Lion revienne à l'équipe, aux équipes africaines, continentales. Dans un autre décor, nous sommes dans la commune de Kasavubu. Des regards rivés sur l'écran géant, des téléphones levés pour immortaliser l'instant et des cris de joie qui résonnent dans toute la fan zone. Dès les premières images de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde et du début du premier match, l'émotion s'est emparée de centaines de supporters réunis sur cet espace béni les visionnaires pour vivre ensemble ce rendez-vous planétaire. Sur place, hommes et femmes partagent les mêmes sensations. Entre émerveillement et admiration, le public n'a pas caché son enthousiasme face au spectacle offert. Les jeux de lumière, les chorégraphies grandioses et les prestations artistiques ont suscité de nombreuses réactions dans le rang des spectateurs. J'ai eu des frissons quand j'ai vu les drapeaux de la RDC flotter à la Coupe du Monde. Grâce à RTNC, image très propre. Plateau Nabiso, la chaîne nationale RTNC. Certains supporters restent bouche bée devant les faits visuels et la qualité des images de la RTNC, tandis que d'autres laissent éclater leur joie à chaque moment fort de ces débuts de la Coupe du Monde. Nous sommes sur Sayo, Diane Balaka, Eric Kabamba pour le compte de la RTNC. 2-0 en faveur du Mexique. L'Afrique du Sud a fléchi. Ici à Kinshasa, regardez l'ambiance dans la commune de Montbéliard. Ils espéraient voir leur équipe, l'Afrique du Sud, gagner cette rencontre, mais les réalités du terrain ont prouvé le contraire. Le Mexique s'est montré le plus fort, 2-0 à l'issue de cette rencontre très disputée. Tous les pronostics en faveur des Bafana Bafana n'ont pas tenu. En tant qu'Africain, mon souhait, c'est de voir l'Afrique du Sud gagner ces matchs. Nous sommes africains. L'Afrique est une et indivisible. Score du match, 2-0 en faveur des Bafana Bafana. L'Africain va gagner. Score 2-0. Je peux une chance dans l'Afrique du Sud
Afrique du Sud a gagné à 2 buts à 1. Bon, Congolais. Moi, je suis congolais, je donne la chance à l'Afrique du Sud de gagner la partie. Toujours à Mombele, nous sommes dans la commune de Limete. Ce bistrot a été vite envahi par la population faute de courant électrique. Ici, les générateurs ont fait l'affaire. Les trains de la Coupe du Monde, Canada, Mexique et États-Unis a quitté la gare. Et l'ambiance va crescendo. Vous venez de suivre là cette ambiance dans le quartier Mombele et qui se trouve dans la commune de Limete. Et passons à autre chose présentement. Allons en Égypte où séjourne le chef de l'État, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au cœur, il a visité la capitale administrative. Regardez. La construction de la nouvelle capitale administrative de l'Égypte est sans nul doute l'un des plus grands projets pharaoniques du continent africain. À une centaine de kilomètres du Caire, le désert a été transformé en une ville ultramoderne qui répond aux normes d'urbanisation et prête à répondre aux défis environnementaux. En invitant les chefs de l'État Félix Tshisekedi pour visiter ce projet au lendemain de la signature d'un mémorandum d'entente qui porte sur l'urbanisation et la gestion des villes, les autorités égyptiennes veulent partager leur expérience avec la RDC qui souhaite aussi étendre la ville de Kinshasa. Le chef de l'État a reçu toutes les explications claires auprès du manager qui a transformé chaque jour les rêves en réalité. Du montage financier jusqu'à la gestion des espaces, le président de la République a été informé de tout le processus. Plusieurs services, dont les banques et le ministère, fonctionnent déjà. Et 30 000 personnes habitent la nouvelle capitale. Au-delà de la beauté architecturale, c'est le génie égyptien qui est mis en évidence à travers ces projets. Parmi les lieux visités par les chefs de l'État figure Opéra de la nouvelle capitale. Il s'agit d'un joyau d'une beauté exceptionnelle qui n'a rien à envier aux salles mythiques occidentales. La nouvelle capitale administrative du Caire est une source d'inspiration pour les Africains et particulièrement pour la RDC. Transformer un lieu aride à un espace de vie paradisiaque est un exploit qui mérite d'être copié par toute l'humanité. La ministre d'État à l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou Dinanga, entourée du gouverneur de la ville de Kinshasa et de l'inspecteur général, a procédé au lancement officiel du TENASOSP, une édition 2026 qui mobilise à travers toute l'étendue du pays un effectif important, impressionnant de plus de 1 million d'élèves de 8e année. Ces tests nationaux restent l'outil par excellence pour déceler les aptitudes des apprenants et orienter efficacement la jeunesse vers les filières techniques générales adaptées aux besoins de développement de la nation. Reportage. Plus d'1 million d'élèves engagés dans les tests nationaux d'orientation en République démocratique du Congo. C'est une étape décisive pour plus d'1 million d'élèves de 8e année secondaire mobilisés du 11 au 12 juin à travers le pays et dans les centres hors frontières pour les tests nationaux de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle. Une hausse de 65 000 candidats est enregistrée par rapport à l'édition précédente. À Kinshasa, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, Raissa Malou Dinanga, a procédé au lancement officiel au complexe scolaire Lestonac Mobokoli, à Selembao, en présence des autorités provinciales et des responsables du secteur éducatif. Le TENASOSP n'est pas une simple épreuve de fin de cycle. Il est une étape importante dans le parcours scolaire de nos enfants. Il permet d'évaluer les acquis des élèves de la 8e de l'éducation de base afin de les orienter vers les filières les plus conformes à leurs aptitudes
à leurs capacités et aux perspectives d'avenir de notre nation. J'insiste particulièrement sur la correction et la publication des résultats. Le TENASOSPE est corrigé et publié en province. Cette responsabilité doit être assumée avec célérité, transparence et professionnalisme. Cette évaluation certificative déterminante vise à orienter les élèves vers des filières adaptées à leurs aptitudes et aux exigences du marché de l'emploi. Les rendez-vous nationaux majeurs qui tracent déjà les contours de l'avenir professionnel de toute une génération. À l'approche de la journée de l'enfant africain, une délégation des enfants a été reçue par la Chambre haute du Parlement à travers le président de l'Assemblée nationale. Cette délégation des enfants a été conduite par la ministre du Genre, Famille et Enfants. Regardez. Une image forte a marqué la séance plénière du mercredi 10 juin 2026 à l'Assemblée nationale. Le président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Aimé Boji Sangara, a fait son entrée dans l'hémicycle aux côtés des enfants venus porter les plaidoyers en faveur de leurs droits à quelques jours de la journée de l'enfant africain. Un geste symbolique qui traduit l'attention accordée par la représentation nationale à la protection de l'enfance. Nous venons réclamer non pas des privilèges, mais le respect de nos droits. Savez-vous que près de 8 enfants de moins de 2 ans sur 10 en RDC souffrent d'une privation sanitaire et nutritionnelle? À cet effet, comment comptez-vous utiliser votre pouvoir budgétaire pour imposer un financement conséquent à la santé et la nutrition de la petite enfance? Comme un père de famille accueillant ses enfants, le président de l'Assemblée nationale a tenu à les placer au cœur de cette séance avant de leur adresser un message d'encouragement, les invitant à croire en leur potentiel, à poursuivre leurs études avec sérieux et à contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Je vois que vous êtes déjà conscient que vous avez des droits. C'est très important. Vous devez garder ça en vous. Ne laissez jamais, et alors jamais, personne vous priver de ses droits. Je souhaite que vous fassiez mieux que nous et de l'ambition d'aller plus loin dans vos vies. La délégation d'enfants était accompagnée par la ministre du Genre, Famille et Enfants ainsi que par la représentante du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF en République démocratique du Congo. Dans l'hémicycle, plusieurs élus du peuple ont également pris la parole pour répondre directement aux préoccupations exprimées par ces jeunes citoyens. Avant de quitter la plénière, la délégation a remis un mémorandum officiel au président de l'Assemblée nationale, consignant ainsi les attentes de la jeunesse auprès du pouvoir législatif. La plénière était également consacrée à l'examen du projet de budget 2027 de l'Assemblée nationale et au rapport de contrôle de la gestion du bureau de la Chambre basse du Parlement. Cette séance s'inscrit dans la dynamique de renforcement de la bonne gouvernance, de la transparence et de la redevabilité au sein de l'institution parlementaire, conformément à ses missions administratives et des contrôles. Face au choc géopolitique et sécuritaire, les indicateurs macroéconomiques de la République démocratique du Congo maintiennent leur cap. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé la réunion hebdomadaire du comité des conjonctures économiques consacrée à l'analyse rigoureuse de la situation économique du pays. Au terme des échanges, le membre du gouvernement experts sectoriels ont acté la résilience continue de l'économie congolaise. On fait le point avec Emmanuela Commissaire Djokoukou. La République démocratique du Congo affiche une économie qui résiste aux turbulences. À la primature, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé la réunion du comité de conjoncture économique qui constate la stabilité des prix et du taux de change malgré l'insécurité dans l'Est et l'incertitude internationale. Malgré la situation sécuritaire difficile dans la partie est du pays, malgré les incertitudes dans l'environnement international, l'économie congolaise est restée résiliente. Vous aurez noté cette stabilité et des prix dans l'ensemble, mais également la stabilité sur le plan monétaire.
le taux de change est resté relativement stable pour plusieurs mois déjà. Pour renforcer cette résilience, le gouvernement mise sur des investissements accrus dans la production agricole locale. Le comité de conjoncture économique a pris l'option de rester prudent parce que ce qui se passe à l'extérieur du pays va certainement nous affecter. On a déjà quelques signes qui montrent que nous avons besoin de mieux renforcer la résilience de notre économie. Et cela passe notamment par des investissements conséquents dans la production agricole locale pour mieux faire face aux incertitudes de l'environnement économique international. Le comité salue également la bonne résistance du pays aux tensions sur le marché pétrolier et annonce que la première tranche des 650 millions de dollars issus des eurobonds financera plusieurs projets dès l'exercice budgétaire 2026. La République démocratique du Congo a été officiellement désignée pour accueillir en décembre prochain la 41e session du Conseil de ministres de la CIPRES, la conférence internationale de la prévoyance sociale. Les détails de ces succès institutionnels à Genève avec Nadine Kilocho. Prenant part à la 40e session ordinaire du Conseil de ministres de la CIPRES tenue à Genève, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a véritablement marqué les esprits en positionnant la RDC comme un modèle de réforme et de modernisation de la sécurité sociale sur le continent. L'implication du vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou à ses assises a mis en lumière plusieurs avancées majeures de la réforme des sécurités sociales. En sa qualité d'autorité des tutelles de la CENSAP, le vice-premier ministre a partagé la vision du gouvernement concernant l'assainissement du fichier de l'administration publique et l'amélioration concrète des conditions de retraite des agents publics de l'État. Au cours de leurs travaux, les ministres des tutelles des organismes de la prévoyance sociale ont examiné et adopté tous les dossiers de 14 points inscrits à l'ordre du jour et ont décidé de la tenue de la 41e session ordinaire du Conseil de ministres des tutelles de la CIPRES au mois de décembre 2026 à Kinshasa. En marge de ces assises, le vice-premier ministre s'est entretenu avec plusieurs hauts responsables, experts et ministres des tutelles de la prévoyance sociale sur les prouesses de la réforme de sécurité sociale implémentée par le gouvernement congolais sous le leadership du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je me suis rendu compte que le Congo RDC a fait des réalisations et des progrès énormes. Ce qui m'a marqué, c'est que le RDC s'est préoccupé du quotidien de la population à travers l'assurance maladie, retraite, il m'a même dit retraite complémentaire et aussi chômage à venir. Donc c'est ça même le sens de la CIPRES, c'est-à-dire la préoccupation des populations de nos États. Donc vraiment je félicite le vice-premier ministre pour cet échange et on s'est dit que on va renforcer la collaboration RCA-RDC. C'est à Kinshasa que se sont clôturés après 3 jours d'intenses négociations les travaux de la 2e réunion de la commission tripartite RDC-HCR République centrafricaine. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a présidé la cérémonie de clôture. Bobo Anan Mokonzi. Après 3 jours d'intenses travaux, les représentants de 2 pays, de la République centrafricaine et de la République démocratique du Congo, définissent enfin des pistes de solutions pour accélérer les échanges volontaires de réfugiés avec l'appui du Haut Commissariat pour les réfugiés. Les 2 ministres de l'Intérieur de la République centrafricaine, Bienvenue Zokoué, et Jacquemain Chabani, vice-premier ministre de l'Intérieur congolais, chacun représentant sa nation, ont concomitamment entériné les actes qui bouclent ces assises. Cet engagement marque enfin une nouvelle ère dans la coopération bilatérale. Les défis restent nombreux, mais les travaux de ces derniers jours démontrent que, grâce au dialogue et à une vision commune, nous pouvons continuer à progresser vers des solutions porteuses d'espoir pour les réfugiés et les populations affectées. Parmi les résolutions, les 2 nations se sont convenues notamment de poursuivre les collectes des intentions de réfugiés pour leur retour volontaire, l'identification des réfugiés et de leur nationalité pour éviter d'amalgame. Pour Jacquemain Chabani, la mise en pratique de résolutions issues de cette concertation demeure un défi pour les retours volontaires
encadrer des réfugiés. Pour lui, l'idée est de faire de ces processus un moteur de la paix et de développement. Notre vœu le plus ardent est de voir les réfugiés qui ont librement consenti au retour bénéficier de l'accompagnement de toutes les parties engagées au processus de rapatriement. Pour sa part, le gouvernement de la République démocratique du Congo ne ménagera aucun effort pour mettre en œuvre les résolutions qui ont été formulées à l'issue des présentes assises. La troisième session se tiendra à Bangui et on évaluera certainement les recommandations issues des assises de Kinshasa. Après cette réunion tripartite, République démocratique du Congo, République centrafricaine et HCR, les réactions fusent. Écoutons celle du questeur de l'Assemblée nationale. Je suis élu de Ango. C'est un village qui n'a pas la capacité d'accueillir même 5000 personnes. Depuis l'année passée, nous avions commencé à alerter et voir cette rencontre d'aujourd'hui, ça prouve à suffisance que nos démarches ont quand même abouti. Nous remercions notre gouvernement, nous remercions aussi les autres pays voisins qui nous ont aussi écoutés. Ils ont donné la priorité à la sécurité frontalière. Il y aura une solution qui sortira de ces assises qui va quand même essayer d'apaiser la population du Bazouélé et Sud-Ubangi, Nord-Ubangi qui a tant souffert. Parce que c'est un danger et ça, je demande à tous les services au niveau provincial. En commençant par les gouverneurs, qu'ils veillent vraiment à ce que la population de la province soit remise dans ses droits. Et ça sera une très bonne chose et ça va encore rassurer cette population qui vit en détresse, dans une détresse prolongée de plus de 7 ans. Oui, la diplomatie. Il n'y a pas plus de 3 mois, j'étais en RCA, j'avais accompagné le président Boji, président de l'Assemblée nationale. Je les avais intéressés sur ce point. Et nous allons veiller à ce que les travaux qui sont en cours puissent vraiment aboutir et qu'il y ait vraiment un bon résultat. Et je continue aussi à plaider pour que le gouvernement renforce encore une fois de plus la sécurité de ces côtés-là. Ce que j'ai vu aujourd'hui avec l'ouverture de ces assises, ça inspire de l'espoir. Je demande à la population vraiment au calme et puis aussi qu'ils continuent à prier pour que ces processus ici aboutissent. De pilotage sous la direction du ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Guillaume Gueffa, s'est réuni en session solennelle pour procéder à la validation de priorités conjointes du programme d'appui à la réforme de la justice pour l'année 2026, menée en étroite synergie avec les PNUD, Erudis Kitutu Kamil Djoké. C'est la toute première réunion du comité de pilotage du programme conjoint d'appui à la réforme de la justice en RDC pour une période allant de novembre 2025 à décembre 2029. Ce programme, piloté par le Programme des Nations Unies pour le développement, constitue un levier stratégique pour renforcer l'autorité de l'État à travers une justice mieux encadrée, indépendante, performante et respectueuse des droits humains centrés sur les besoins des victimes. Cette réunion a été présidée par le ministre de la Justice. Les axes qui ont été retenus, les activités clés correspondent exactement au programme d'action gouvernemental et surtout à nos priorités stratégiques et aussi constituent une réponse holistique à la situation dans laquelle nous nous retrouvons parce qu'elle tient compte de la situation à l'est du pays, l'occupation de ce qui est Ituri. Pour Damien Mama, représentant résident du PNUD, ce programme conjoint traduit une conviction partagée. Il s'inscrit dans une approche intégrée, alignée sur les priorités nationales et sur les engagements internationaux de la RDC. Au nom du PNUD, Damien Mama a réaffirmé l'engagement de ces systèmes de Nations Unies à accompagner le gouvernement de la RDC, le Conseil supérieur de la magistrature et l'ensemble des partenaires de cette réforme essentielle. Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics s'est rendu sur le site de l'université de Kinshasa pour évaluer le travaux de chantier de lutte anti-érosive sur 2 sites critiques ainsi que le travaux de modernisation de plus de 3 kilomètres des voiries internes. On fait le point avec Anita Luamba, Robert Kalemba.
Financés par le gouvernement de la République dans le cadre des travaux d'urgence, ces travaux de l'UNIKIN sous l'encadrement de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP, concernent la stabilisation de 2 sites érosifs et la construction de 3150 mètres de voirie qui constituent la boucle du plateau des professeurs. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Bazalunda, venu évaluer ces travaux en compagnie de certains collaborateurs, dont le directeur général adjoint de la CGT, Jean-Claude Mido-Bouété, a reçu les explications de la mission de contrôle qui lui a rapporté que la lutte anti-érosive se fait avec des bassins de rétention, dont un premier est déjà réalisé et un deuxième le sera sous peu. L'idée ici est de retenir les eaux et les orienter vers un pont bas avec une vitesse non destructive. Au sujet de la voirie, le ministre a remarqué notamment les travaux de drainage avec un caniveau réalisé à 100%, des murs de soutènement en maçonnerie en cours de réalisation pour assurer la stabilisation des talus. À partir du 15 juin, démarrent les travaux des différentes couches de la route. 2 procédés ont été adoptés. 1950 mètres qui traversent la zone basse sera en chaussée rigide, soit en béton. C'est avec un air satisfait que le ministre a quitté ce site. L'exécutif national resserre le contrôle sur la gestion des actifs de l'État dans le poumon minier du pays. C'est au cœur du bassin minier de Kolwezi dans la province du Lualaba. Bat le pouls de cette mission d'itinérance menée dans l'espace Grand Katanga par la ministre du portefeuille Julie Chikou en ce jour de travail sur le terrain. On fait le point avec Suzingo et Chibui. Dans le cadre de sa mission d'itinérance dans l'espace Grand Katanga, la ministre du portefeuille Julie Chikou a effectué une étape stratégique à Kolwezi, capitale minière de la République démocratique du Congo. Reçue par la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka, la ministre a échangé avec les autorités provinciales sur les enjeux liés aux entreprises du portefeuille présentes dans la province, ainsi que sur les participations stratégiques de l'État dans les sociétés minières opérant au Lualaba. Au cours des discussions, la gouvernance des actifs publics, la performance des entreprises à participation étatique et la nécessité d'une meilleure valorisation des ressources minières au bénéfice de la nation. La journée s'est poursuivie par la visite de l'entreprise générale du cobalt, acteur clé dans l'encadrement de l'exploitation minière artisanale et la traçabilité du cobalt, minerai stratégique pour la transition énergétique mondiale. Soucieuse de s'imprégner davantage des réalités du terrain et de s'aligner à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, la ministre du portefeuille s'est ensuite rendue sur les sites de Kasulo et des Komus où elle a pu constater les défis opérationnels, sociaux et économiques liés à l'exploitation minière, mais aussi les opportunités offertes par une gestion plus efficiente et responsable du secteur. Cette étape au Lualaba illustre la volonté du ministère du portefeuille de renforcer le suivi des actifs stratégiques de l'État et de maximiser les retombées du secteur minier en faveur du développement national et des communautés locales. La vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, Juni Tshela-Kamba, mène une série d'entretiens bilatéraux de haut niveau au cours de discussions successives avec ses homologues du Burundi et de la République centrafricaine. Elle met en avant les initiatives de paix, de sécurité, de frontières et de stabilisation impulsées par le chef de l'État, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage. À l'aéroport international de Ndjili, la diplomatie sécuritaire est en pleine effervescence sous la conduite de la vice-ministre congolaise de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba. Après une séance de travail jugée fructueuse avec son homologue burundais, le général Léonidas Ndaruzanie, centré sur les efforts de paix et de stabilité impulsés par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Évariste Ndayishimiye, Kinshasa a accueilli une nouvelle délégation de haut niveau.
Le ministre centrafricain de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Bienvenu Zokoué, a foulé le sol congolais dans le cadre du renforcement des relations de coopération et de sécurité entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. Au cours des échanges, Eugénie Tshela-Kamba a mis en lumière l'engagement humanitaire de la RDC en faveur des réfugiés centrafricains installés dans les provinces du Nord Ubangi et du Sud Ubangi. Une réalité qu'elle a pu constater lors de sa récente mission d'itinérance dans cette partie du territoire national. Pour la vice-ministre congolaise de l'Intérieur, cette dynamique s'inscrit dans la vision du bon voisinage, de solidarité et d'intégration régionale portée par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis son accession à la magistrature suprême. Des échanges marqués par une atmosphère cordiale et une volonté commune de consolider la paix, la sécurité et la coopération au sein de la sous-région. Le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba Kabouya, s'est entretenu avec l'ambassadrice de France pour le droit de l'homme, Isabelle Rome. Au centre de leur discussion, un sujet pertinent, le plaidoyer de la République démocratique du Congo pour obtenir la reconnaissance internationale des génocides perpétrés sur le sol par le Rwanda depuis plus d'une décennie. Patience Mboyo Katuku. Les crimes commis dans l'Est de la République démocratique du Congo par Paul Kagame sont documentés comme étant des crimes graves. Le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba Kabouya, l'a fait savoir à son interlocutrice avant de lui demander l'appui de son pays pour la reconnaissance du génocide congolais. Qu'il était important d'effectuer une mission aujourd'hui en République démocratique du Congo pour renouveler aussi le soutien de la France dans cette période qui est compliquée pour la République démocratique du Congo avec Ebola notamment, et j'ai voulu aussi venir sur place pour rencontrer les différents acteurs, les officiels, les différents intervenants, et aussi rencontrer des survivantes de violences sexuelles. Avec Monsieur le ministre des Droits humains, nous avons pu justement échanger de manière constructive sur ce sujet. Il m'a rappelé avec beaucoup de sincérité ce qui se passe à l'est du pays et toutes ces exactions dont peuvent être victimes ces femmes. Le ministre Samuel Mbemba fait de la reconnaissance du génocide congolais cheval de bataille. Déjà, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a reconnu ces génocides en octobre dernier. La 8e édition de la Semaine internationale des archives a ouvert ses portes. Une cérémonie solennelle. Regardez. Préserver la mémoire pour construire l'avenir. En République démocratique du Congo, les archives sont de l'ombre et s'affichent comme un pilier de la justice, des droits et de l'histoire nationale. Sous les chants de la chorale Cœur de la Grâce, l'Institut national des archives du Congo a lancé la 8e édition de la Semaine internationale des archives, placée sous les thèmes Archives pour la justice, droit, mémoire et avenir. Devant les autorités et les agents de l'institution, le directeur général de l'INACO a rappelé la mission essentielle de préserver et valoriser la mémoire documentaire du pays. Les archives constituent des supports sur lesquels doivent s'appuyer les juges afin de garantir les audiences et les qualités des décisions. Les archives jouent leur rôle dans la transparence administrative, dans la garantie de la transparence de l'impartialité juridique des audiences, et ainsi perçues, les archives deviennent un outil de gouvernance. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a pour sa part souligné que les archives un héritage précieux reliant les générations de l'histoire de la nation. La transparence ne peut exister sans traçabilité. Et la traçabilité suppose des archives fiables. Toute destruction illicite d'archives publiques doit désormais être combattue avec fermeté. Les archives ne sont pas un simple support administratif, elles sont une garantie fondamentale de l'état de droit. Durant 4 jours, cette semaine de sensibilisation a tant renforcé la culture
archivistique et rappeler que sans mémoire, il ne peut y avoir ni justice ni avenir. À Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, un sujet brûlant est sur la table. Dans un colloque, les scientifiques se sont retrouvés pour se pencher sur la révision de la Constitution. C'était en présence de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Thérèse Sombo. Regardez. Les travaux de cette importante rencontre scientifique ont été ouverts à l'université de Lubumbashi, dans la salle Monseigneur Chibangu, par la patronne de l'ESURUCI, réunissant chercheurs, universitaires, experts et acteurs de la vie publique. Ces colloques se veulent un cadre de réflexion rigoureux, serein et inclusif. Selon toujours la ministre Marie-Thérèse Sombo, cette rencontre axée sur l'expertise académique orientée vers la recherche de solutions durables au service de l'intérêt supérieur de la nation. Mon ministère a trouvé l'espace au travers de ce colloque pour donner à nos savants et à notre jeunesse en particulier un cadre de réflexion scientifique digne, loin des polémiques improductives, pour que l'avenir de la nation y soit abordé en toute sérénité. Du colloque national sur l'évaluation de la Constitution du 18 février 2006, 20 ans après. À travers cette initiative, le gouvernement entend promouvoir une culture du débat scientifique afin d'encourager une évaluation objective sur le fondement institutionnel de la République, 20 ans après l'adoption de la Constitution du 18 février 2006. Après avoir été honoré par la République, la communauté de Zanamongo et Ekonda ont organisé une réception en sa faveur. Il s'agit de l'artiste musicien Fally Ipupa. On fait le point avec Mireille Ndeke. Une célébration à la hauteur de l'icône Fally Ipupa a été honorée par les communautés Anamongo et Ekonda lors d'une cérémonie haute en couleurs organisée à la Galerie La Fontaine à Kinshasa. 20 ans de carrière, de succès internationaux, une double prestation historique à Paris et son élévation au rang de chevalier de l'Ordre national des léopards, autant de distinctions qui ont motivé cet hommage initié sous l'impulsion du ministre Guy Ndomboyo et coordonné par Madame Bernadette Poundou. Nous célébrons 20 années de carrière de notre frère Fally Ipupa. Mais derrière les trophées, derrière les salles pleines, derrière les records, il y a une histoire humaine. L'histoire d'un jeune homme qui a osé croire en lui. Parce que notre jeunesse a besoin d'espérance. Le ministre Guy Ndomboyo a à son tour prodigué quelques conseils à l'air digne fils du terroir et icône de la musique congolaise, tout en remerciant le chef de l'État pour son élévation. Tu n'es plus la même personne qu'avant. Aujourd'hui, tu incarnes la sagesse. Pas de polémique, tu es devenu un rassembleur. Devant plusieurs personnalités du monde politique et culturel, l'artiste a reçu des insignes coutumières symbolisant la fierté de ses origines. Ému, Fally Ipupa a promis de poursuivre son engagement pour la promotion de la culture congolaise à travers le monde. Merci pour ces précieux conseils. Je vous promets de les mettre en pratique et à continuer à porter plus haut la culture congolaise. Danse folklorique, prestations musicales et communion culturelle ont rythmé cette grande fête, transformée en véritable célébration de l'unité nationale autour d'un ambassadeur de la musique congolaise. La République démocratique du Congo marche au même pas que la technologie actuelle. Un dispositif électronique de prélèvement de la taxe d'embarquement a été mis en place. Regardez la cérémonie. Révolution numérique à l'aéroport international d'Ndjili. Dès ce week-end, le paiement de la taxe statistique d'embarquement local basculera dans l'ère du tout électronique. Le ministre provincial des Finances, de l'Économie et du Numérique de Kinshasa, Magloire Kabemba Okanja, a validé les derniers essais techniques d'un système appelé à renforcer la transparence et à sécuriser les recettes publiques. Quand le passager arrive, il peut payer par
la monnaie électronique, c'est-à-dire soit par mobile money, il peut utiliser sa carte bancaire via la banque pour les vols domestiques, c'est-à-dire à l'intérieur du pays, que pour les vols internationaux à l'étranger. C'est une innovation que le gouverneur de la ville de Kinshasa a voulu implémenter et nous sommes venus pour vérifier. Donc nous accompagnons la mise en œuvre de cette vision qui s'inscrit en ligne droite de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. À partir de samedi, pour tous les vols, les passagers vont utiliser ces dispositifs électroniques. En temps réel, nous aurons l'information. Aussi, à partir même de nos bureaux, pour voir quels sont les mouvements, qui est passé. On aura toutes les statistiques, aussi bien des recettes que sur le nombre des passagers. Le but est d'en finir avec les paiements traditionnels, fiabiliser la collecte des taxes et améliorer la traçabilité des fonds grâce à une plateforme numérique de nouvelle génération. L'architecture de l'entrepreneuriat national, voulais-je dire, se dote de sa nouvelle équipe dirigeante. C'est au sein de siège de l'ARCP et de l'Agence pour la promotion de classe moyenne congolaise, la PROCEM, que s'est concrétisé ces tournants managériels. Les mandataires publics fraîchement nommés par le président de la République ont officiellement pris leurs fonctions à l'issue d'une cérémonie solennelle de remise et reprise. On fait le point avec Joël Makela Chimène Dondo. Une nouvelle ère s'ouvre à l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Après 3 ans à la tête de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Kachalkatem a officiellement passé le témoin à Ted Juan Belechai, nouveau directeur général, nommé par ordonnance présidentielle. La cérémonie de remise-reprise organisée ce jeudi 11 juin 2026 à Kinshasa s'est déroulée sous le signe de la continuité institutionnelle. Des mots de remerciement adressés avec gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance qu'il a placée en ma personne. Je la reçois non comme un privilège, mais comme une mission, celle d'inscrire résolument l'action de l'ARSP dans sa vision, faire émerger une véritable classe moyenne entrepreneuriale congolaise et faire de la sous-traitance un levier de transformation et de souveraineté de notre économie. Notre action reposera donc sur des valeurs non négociables: l'intégrité, la transparence, l'équité et le professionnalisme. Nos missions sont précises: veiller au respect du cadre légal et promouvoir le contenu local, accompagner la montée en compétences de nos PME et trancher les différends avec impartialité. Ted Juan Belechai sera secondé à ce poste par Amazani Moirabou. La nouvelle équipe est désormais attendue pour consolider les acquis et insuffler une nouvelle dynamique à la régulation de la sous-traitance en République démocratique du Congo. À l'Agence pour la promotion de classe moyenne congolaise, la cérémonie des remises et reprises s'est déroulée dans une ambiance fraternelle. Le président du conseil d'administration récemment nommé par le chef de l'État a pris possession de ses fonctions. Bilonda Lubangi Okito, qui a félicité le premier citoyen du pays, remplace KMB Gisèle, président sortant du conseil d'administration. Madame Lutadi Lanzouzi a été élevée au rang de directeur général adjoint en remplacement de sortant Samuel Matemane. Le directeur général de la PROCEM, Pascal Tchello, garde son poste. Il a remercié le chef de l'État pour la confiance placée en sa modeste personne et appelé la nouvelle équipe dirigeante de la PROCEM à l'unité pour matérialiser la vision du gouvernement, celle de créer une classe moyenne en RDC. Et nous ne pouvons pas oublier de souligner avec force nos sincères remerciements aux dépositaires de la vision, le développement des classes moyennes. Je veux dire le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi président de la République. Le staff dirigeant de la PROCEM aujourd'hui
Affiche complet a le regard tourné vers l'avenir pour booster l'entrepreneuriat local, gage de tout développement. Le regroupement Bloc 50, sous l'impulsion de son autorité morale, Julien Paluku Kaongia, a officiellement déposé sa contribution écrite portant sur 4 grandes innovations pour acter le passage de la 3e à la 4e République, en plaidant pour un changement des constitutions jugées impératif pour stabiliser les provinces de l'Est meurtries par la guerre. Robert Ndaye Chisense et Christelle Louindoula Turbochman. Le regroupement politique Alliance Bloc 50, AB50 de l'autorité morale, Julien Paluku Kaongia, ministre du Commerce extérieur, a officiellement déposé ce jeudi 11 juin 2026 ses grandes innovations au secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumango, pour les changements de la Constitution. L'Alliance Bloc 50 propose une architecture de la République avec 3 niveaux du pouvoir. Il y aura 3 niveaux de pouvoir. Les niveaux national, les niveaux provincial et les niveaux du territoire. Parce que le territoire doit être considéré comme l'entité de coordination du développement. L'Alliance Bloc 50 voudrait que dans la constitution qui sera élaborée, tout plan de développement doit être adopté sous forme d'une loi par le Parlement. L'Alliance Bloc 50 estime que la constitution nouvelle ne peut pas bloquer une quotité de répartition des recettes à l'intérieur de ces articles. Et il faudrait qu'il y ait des lois qui allouent des ressources à ces provinces pour les reconstructions. Désormais, pour l'Alliance Bloc 50, il faudrait que la Cour constitutionnelle puisse avoir des chambres d'appel. Pour Julien Paluku, ancien gouverneur du Nord Kivu pendant 12 ans, la population de province victime de guerres récurrentes et de massacres ne doit pas être manipulée par les politiciens. Le passage de la 3e République à la 4e République est une urgence nationale au regard des différentes ruptures constitutionnelles qu'a connues la République démocratique du Congo en 1959, 65, 1997 et 2006. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André